Voici les 10 plus grands scientifiques africains qui ont marqué l'histoire par leurs découvertes, leur engagement et leur contribution exceptionnelle au savoir mondial. 10. Félix Dapart-Dakora, 1957, le biologiste ghanéen qui veut nourrir l'Afrique par la science des plantes. Un visionnaire de l'agriculture durable en Afrique. Félix Dapart-Dakora est un biologiste et chercheur en microbiologie végétale originaire du Ghana, connu pour ses travaux sur les symbioses entre les plantes et les bactéries, notamment celles qui permettent de fixer l'azote naturellement dans le sol, sans engrais chimiques. Son objectif, aider les agriculteurs africains à nourrir le continent de manière durable, autonome et scientifique. Une spécialisation, la symbiose des légumineuses. Dakora étudie les légumineuses africaines traditionnelles, comme le niébé ou l'arachide, qui ont la capacité unique de fixer l'azote de l'air dans le sol grâce à des bactéries symbiotiques. Cette découverte est cruciale, car l'azote est essentiel à la croissance des plantes, et la majorité des sols africains en manquent. Ces recherches permettent de réduire la dépendance aux engrais chimiques importés, coûteux et souvent néfastes pour l'environnement. Il prouve que les savoirs traditionnels des agriculteurs africains peuvent être renforcés par la science moderne, pour produire plus, mieux, et sans polluer. Un chercheur au service des paysans africains. Dakora ne reste pas enfermé dans les laboratoires. Il milite activement pour une science au service des agriculteurs ruraux, en diffusant les résultats de ses recherches auprès des communautés locales. Il développe des variétés locales plus résistantes, adaptées au climat et aux sols africains. Il encourage l'usage des biofertilisants naturels, moins chers et plus durables. Il forme des chercheurs africains en agriculture biologique et agroécologie. Un leader scientifique africain reconnu. Il est président de l'Académie africaine des sciences, une des plus prestigieuses institutions scientifiques du continent. Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions à la sécurité alimentaire, à la protection de l'environnement et à la formation des jeunes chercheurs africains. 3 enseignements essentiels de son parcours. L'agriculture africaine peut devenir un modèle de durabilité mondiale si elle s'appuie sur la science. Les plantes traditionnelles africaines contiennent un immense potentiel ignoré, que la recherche peut révéler. Une Afrique autosuffisante en alimentation commence par des paysans bien formés et des chercheurs engagés localement. 9. Professeur Francisca Nneka Okeke, 1956, la physicienne nigériane qui éclaire les mystères de l'ionosphère. Une pionnière de la physique spatiale en Afrique. Francisca Nneka Okeke est une physicienne nigériane mondialement reconnue pour ses travaux sur la géophysique et l'ionosphère, ces couches supérieures de l'atmosphère qui influencent nos communications radio et nos systèmes satellitaires. Dans un domaine dominé par les hommes et encore peu développé en Afrique, elle s'est imposée comme l'une des voix scientifiques les plus respectées du continent, alliant recherche, pédagogie et promotion des femmes dans les sciences. Un parcours d'excellence scientifique. Diplômée en physique de l'Université du Nigeria, Nsukka, elle y obtient ensuite un doctorat en physique de l'espace et de l'environnement. Elle devient la première femme à diriger le département de physique de cette université historique. Ses recherches portent sur le champ magnétique terrestre, les variations ionosphériques, et leurs effets sur les systèmes de communication. Ces travaux ont aidé à mieux prédire les perturbations électromagnétiques dues aux tempêtes solaires, un enjeu clé à l'ère des satellites et du numérique. Un modèle pour la science féminine africaine. Francisca Okeke est aussi une militante pour l'éducation des filles en sciences. Elle consacre une grande partie de sa carrière à encourager les jeunes femmes à s'engager dans les STEM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Briser les stéréotypes de genre dans le monde scientifique africain. Défendre une science inclusive, où chacun peut contribuer à la recherche, indépendamment du sexe ou de l'origine sociale. Une reconnaissance internationale. En 2013, elle reçoit le prix lauréat l'UNESCO pour les femmes et la science, qui récompense ses recherches sur l'ionosphère et ses actions pour l'émancipation des femmes dans la science. Elle est membre de plusieurs académies scientifiques et joue un rôle actif dans les politiques de recherche au Nigeria et en Afrique. 3 enseignements majeurs de son parcours. L'Afrique a des femmes scientifiques de haut niveau, capables de produire une recherche de pointe dans les domaines les plus complexes. La géophysique et la physique de l'espace sont des disciplines stratégiques pour l'indépendance technologique de l'Afrique. Encourager les jeunes filles à faire de la science, c'est investir dans l'avenir du continent. 8. Neil Turok, 1958, le physicien sud-africain qui veut révolutionner la science en Afrique. Un maître de la cosmologie né au cœur de l'apartheid. Neil Turok, né en 1958 en Afrique du Sud dans une famille d'activistes anti-apartheid, est aujourd'hui l'un des physiciens théoriques les plus respectés au monde, spécialisé dans la cosmologie et l'étude de l'origine et de la structure de l'univers. Après des études brillantes à Cambridge,
Il travaille aux côtés de Stephen Hawking et devient une référence mondiale pour ses théories sur l'univers, en particulier l'hypothèse de l'univers cyclique, qu'il développe avec Paul Steinhardt. Un scientifique de classe mondiale, au service de l'Afrique. Ce qui distingue Neil Turok, c'est qu'il ne s'est pas contenté de réussir en Occident. Il a voulu ramener la science de pointe en Afrique. En 2003, il fonde l'African Institute for Mathematical Science, AIMS, basé au Cap. Son objectif, former une nouvelle génération de mathématiciens et physiciens africains de haut niveau, capables d'innover sur le continent. AIMS est aujourd'hui présent dans plusieurs pays africains, Sénégal, Ghana, Rwanda, Cameroun, avec un système d'enseignement intensif basé sur l'excellence, l'ouverture et l'interdisciplinarité. Un plaidoyer pour la puissance de l'intelligence africaine. Neil Turok est convaincu que l'Afrique peut devenir un leader mondial en sciences, si elle investit dans l'éducation avancée, particulièrement en mathématiques et en physique. Il défend une science accessible, rigoureuse, mais ancrée dans la réalité africaine. Il milite pour un accès égalitaire au savoir scientifique, au-delà des élites privilégiées. Il considère les mathématiques comme le langage universel du progrès, capable de transformer les sociétés. Un bâtisseur de ponts entre continents. En plus de son travail scientifique, il a dirigé l'Institut Perimeter au Canada, l'un des plus prestigieux centres de physique théorique. Neil Turok est un passeur, entre l'Afrique et le monde, entre science et société, entre avenir et présent. Il croit fermement que la prochaine révolution scientifique mondiale pourrait venir d'Afrique, à condition que les jeunes talents soient détectés, encouragés et bien formés. 3 enseignements clés de son parcours. L'Afrique n'a pas à rattraper le monde, elle peut le devancer en créant ses propres centres d'innovation. Les sciences dures, maths, physique, informatique, sont indispensables pour bâtir l'avenir du continent. Former les jeunes Africains à l'excellence scientifique, c'est libérer leur potentiel pour transformer le monde. 7. Théophilus Oladipo Ogunlesi, 1923-2023, le père de la médecine universitaire moderne au Nigeria. Un pionnier de la médecine scientifique en Afrique de l'Ouest. Théophilus Ogunlesi est reconnu comme le premier professeur de médecine nigérian et l'un des bâtisseurs de la médecine universitaire moderne en Afrique de l'Ouest. Médecin, enseignant, chercheur et formateur de générations entières de docteurs africains, son nom reste lié à l'émergence d'une médecine africaine, rigoureuse et souveraine. Une formation de haut niveau, au service de son pays. Formé au célèbre Yaba Iger College, Nigeria, puis au University College Hospital de Londres, il devient l'un des tout premiers médecins africains diplômés de Grande-Bretagne. En 1965, il est nommé professeur de médecine à l'université d'Ibadan, faisant de lui le premier Nigérian à obtenir un poste de chaire en médecine clinique dans une université. Une carrière dédiée à la formation des élites médicales africaines. Ogunlesi n'a pas seulement pratiqué la médecine. Il a structuré tout un système d'enseignement supérieur médical, avec des standards scientifiques élevés. Il participe à la mise en place des curricula universitaires de médecine au Nigeria. Il est un mentor de générations de médecins, chirurgiens, professeurs, dont beaucoup deviendront les piliers des systèmes de santé africains. Il insiste sur la recherche locale appliquée, adaptée aux réalités tropicales, maladies infectieuses, nutrition, santé communautaire. L'homme de la médecine humaniste. Pour Ogunlesi, la médecine n'était pas seulement une science, mais un engagement éthique et humain. Il a défendu une médecine centrée sur le patient, intégrant les réalités culturelles africaines. Le respect de l'éthique médicale, même dans des contextes pauvres ou précaires. L'idée que chaque Africain mérite des soins scientifiques de qualité, quels que soient ses moyens. Un modèle pour les systèmes de santé africains. Jusqu'à un âge avancé, il a conseillé des institutions médicales, participé à des conférences internationales et milité pour que l'Afrique ne soit pas un simple consommateur de sciences, mais un producteur actif de savoirs médicaux. 3 grands enseignements de son parcours. Il est possible de bâtir une médecine scientifique de haut niveau en Afrique, avec des standards équivalents à ceux des grandes puissances. La formation des élites locales est le fondement d'un système de santé souverain. La médecine doit s'adapter aux réalités sociales, culturelles et économiques du continent pour être efficace. 6. Wangari Maathai, 1940-2011, l'écologiste kenyane au Nobel de la paix. Une biologiste militante au service de la planète. Wangari Maathai est une scientifique, biologiste de formation, et la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un doctorat. Elle est surtout connue comme l'une des plus grandes militantes écologistes du continent, et la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix, 2004. Elle a démontré que la science, l'écologie et les droits humains sont intimement liés,
dans un continent en proie à la déforestation, à la pauvreté et aux injustices. Un parcours scientifique exemplaire. Diplômée en biologie des universités américaines, Mount St. Scholastica, Pittsburgh, elle revient au Kenya dans les années 1970. Elle devient la première femme à enseigner dans une université kenyane, et publie des recherches en anatomie végétale. Mais très vite, elle comprend que la science seule ne suffit pas si elle n'est pas reliée à l'action sociale et politique. Le mouvement de la ceinture verte, Green Belt Movement. En 1977, elle fonde le Green Belt Movement, une initiative écologique et sociale inédite, planter des arbres pour restaurer les écosystèmes, mais aussi pour libérer les femmes rurales. En 30 ans, plus de 50 millions d'arbres seront plantés à travers l'Afrique. Ce programme lie sciences de l'environnement, autonomie des femmes, lutte contre la pauvreté, et préservation de la biodiversité. Un modèle d'écologie intégrée, à la fois scientifique, social et culturel. Une femme de courage face au pouvoir. Wangari Maathai a été emprisonnée, battue, censurée, car elle dénonçait la corruption du pouvoir kényan et les projets destructeurs pour l'environnement. Pour elle, la dégradation de la nature était toujours liée à la domination politique et économique, en particulier contre les femmes. Elle affirmait que planter un arbre était un acte de résistance. Un Nobel pour la planète et l'Afrique. En 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix. Son combat prouve que la science doit être enracinée dans la réalité sociale et environnementale du continent. La femme africaine peut devenir une force motrice de transformation scientifique et écologique. Protéger la nature, c'est protéger l'avenir de l'Afrique. 5. Félix Houphouët-Boigny, 1905-1993, le médecin devenu bâtisseur de sciences en Afrique de l'Ouest. Un médecin africain au cœur du XXe siècle. Avant de devenir le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, Félix Houphouët-Boigny fut un médecin diplômé de l'école de médecine de Dakar, l'une des premières écoles de formation médicale en Afrique francophone. Il exerce comme médecin-chef en brousse, dans les années 1930, à une époque où très peu d'Africains accèdent à une formation scientifique de haut niveau. Très tôt, il comprend que la science médicale est une arme contre la misère, mais aussi un levier de légitimité pour les Africains dans l'administration coloniale. Un président promoteur de la recherche scientifique. Une fois président, 1960 à 1993, Houphouët-Boigny ne cesse d'investir dans l'éducation, la recherche et la technologie. Il fonde des instituts de recherche agronomique, notamment pour lutter contre les maladies tropicales et améliorer les rendements agricoles. Il soutient la création de l'université de Cocody, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny, qui devient un pôle d'élite en Afrique de l'Ouest. Il encourage la formation des ingénieurs, médecins, agronomes et enseignants ivoiriens, pour sortir le pays de la dépendance intellectuelle à la France. La médecine au cœur de sa vision. Houphouët-Boigny reste profondément attaché à la santé publique. Il étend la couverture sanitaire, construit des hôpitaux modernes, et fait de la médecine préventive une priorité, bien avant que cela ne devienne une tendance mondiale. Il crée aussi des centres de recherche spécialisés, notamment sur le paludisme, la bilharziose, les épidémies, et s'entoure de médecins africains formés pour répondre aux réalités locales. La science au service de la paix. Dans ces dernières années, il consacre une partie de son action diplomatique à la paix et au dialogue, estimant que la paix est une condition sine qua non de la recherche et du progrès scientifique. C'est dans cet esprit qu'il accueille l'UNESCO à Yamoussoukro et crée la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 3 grands enseignements de son parcours. La médecine et la science ne peuvent être séparées du politique, elles sont des outils de dignité et d'indépendance. Former des chercheurs africains est la première condition d'une souveraineté durable. L'Afrique doit produire sa propre expertise scientifique, pour parler d'égal à égal avec le reste du monde. 4. Thomas Sankara, 1949-1987, le président qui pensait en scientifique. Un chef d'État visionnaire au service du progrès scientifique et technologique. Même s'il n'était pas un scientifique au sens académique, Thomas Sankara, président du Burkina Faso entre 1983 et 1987, mérite une place dans cette liste car il a gouverné avec une vision scientifique du développement. Formé comme officier militaire, il a compris que l'émancipation africaine passait par la souveraineté intellectuelle, technologique et sanitaire. Une politique de rupture fondée sur la connaissance. Dès son arrivée au pouvoir, Sankara initie des réformes audacieuses basées sur des principes rationnels et scientifiques. Reforestation massive pour stopper la désertification du Sahel.
Autosuffisance alimentaire, avec des plans agricoles fondés sur l'expertise locale. Vaccination de masse, plus de 2,5 millions d'enfants vaccinés contre la méningite, la rougeole et la fièvre jaune en quelques semaines, une performance médicale inédite. Éducation pour tous, avec une campagne nationale d'alphabétisation reposant sur les langues locales et des méthodes d'enseignement participatives. L'homme qui a lancé la science burkinabé. Sankara investit dans la recherche appliquée, il soutient les chercheurs et ingénieurs locaux, crée des centres de formation technique, et promeut l'usage des savoirs endogènes, médecine traditionnelle, architecture locale, etc. Il croyait fermement que la science devait être mise au service du peuple, et non réservée à une élite. Il disait: « Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. » La technologie comme outil de libération. Sankara voulait que le Burkina devienne indépendant technologiquement. Il critique la dépendance aux importations, à l'aide internationale, et même à la pensée occidentale. Il encourage l'invention locale, comme la fabrication de tracteurs burkinabés ou l'utilisation d'énergies alternatives. Il était aussi un féministe scientifique, convaincu que l'émancipation des femmes était une condition du progrès. Il a formé les femmes à des métiers scientifiques et techniques, dans l'agriculture, la santé, l'ingénierie. Un héritage intellectuel puissant. Assassiné en 1987 à seulement 37 ans, Sankara laisse un héritage d'une rare modernité. L'Afrique doit se développer selon ses propres besoins, pas selon les modèles importés. La science doit être populaire, accessible, et tournée vers la résolution des problèmes concrets. L'innovation ne vient pas que des laboratoires, elle naît aussi dans les villages, chez les artisans, dans les écoles. 3. Ibn al-Haytham, 965 vers 1040, le pionnier africain de la méthode scientifique. Un savant visionnaire de l'Afrique islamique. Né à Bassora en Irak, mais ayant travaillé principalement en Égypte, Ibn al-Haytham, connu aussi sous le nom de Alzen, est considéré comme l'un des fondateurs de la méthode scientifique moderne. C'est en Égypte, sous la dynastie fatimide, qu'il a rédigé ses œuvres majeures. Bien qu'il soit parfois rattaché au monde arabo-musulman, Ibn al-Haytham fait pleinement partie du patrimoine scientifique africain, ayant produit l'essentiel de ses recherches au Caire. Le père de l'optique moderne. Son œuvre la plus célèbre, le livre de l'optique, Kitab al-Manazir, marque un tournant dans l'histoire de la science. Dans ce traité monumental, il réfute les idées des Grecs antiques, notamment celles de Ptolémée et Euclide, qui croyaient que l'œil émettait des rayons pour percevoir les objets. Ibn al-Haytham prouve au contraire que la vision est due à la lumière qui pénètre dans l'œil. Il réalise des expériences rigoureuses avec des chambres obscures, les ancêtres des caméras modernes, et analyse le comportement de la lumière, réfraction, réflexion, transparence, opacité. Un précurseur de la méthode expérimentale. Ce qui rend Ibn al-Haytham révolutionnaire, c'est sa rigueur scientifique. Il insiste sur le fait que toute hypothèse doit être vérifiée par l'expérience, et que la science ne doit jamais se contenter de spéculations. C'est pourquoi beaucoup d'historiens considèrent Ibn al-Haytham comme le véritable inventeur de la méthode scientifique, plusieurs siècles avant Galilée. Un génie pluridisciplinaire. Outre l'optique, Ibn al-Haytham a exploré de nombreux domaines. Mathématiques, il a travaillé sur l'algèbre, la géométrie et les séries infinies. Astronomie, il a corrigé les erreurs de Ptolémée et proposé un modèle plus rigoureux. Physique, il a réfléchi sur la nature du mouvement et la dynamique. Médecine et psychologie, ses études de la perception ont ouvert la voie aux neurosciences. Un penseur critique et indépendant. Ibn al-Haytham était aussi un penseur libre, critique des dogmes établis, y compris religieux. Lorsqu'on lui demande d'évaluer un projet pharaonique pour réguler le Nil, il déclare honnêtement que cela est impossible techniquement, malgré la pression politique. Il passe une partie de sa vie en résidence surveillée, période durant laquelle il rédige la majeure partie de ses œuvres. L'héritage d'un maître africain des sciences. Ses écrits ont été traduits en latin dès le XIIe siècle et ont influencé des figures majeures de la Renaissance européenne, comme Roger Bacon, Kepler ou Léonard de Vinci. Ibn al-Haytham nous lègue 3 enseignements fondamentaux. La science ne peut progresser sans expérience et observation rigoureuse. La connaissance scientifique doit être humble, ouverte à la correction. Un chercheur authentique doit oser défier l'opinion dominante, même au péril de sa liberté. 2. Imhotep, vers 2650 avenue Jésus-Christ, le génie universel de l'Égypte ancienne. Imhotep est considéré comme le tout premier savant de l'histoire de l'humanité. Il a vécu en Égypte ancienne, sous le règne du pharaon Djézé, vers 2650 avant notre ère. Architecte, médecin, astronome, prêtre,
philosophe et homme d'État, Imhotep est l'incarnation parfaite du génie multidisciplinaire africain. Un pionnier dans plusieurs domaines. Architecte de la première pyramide de l'histoire. Imhotep est surtout connu pour avoir conçu la pyramide à degrés de Saqqara, qui servait de tombeau au pharaon Djéser. Ce monument révolutionnaire, construit en pierre, marque la naissance de l'architecture monumentale. Il ne s'agissait pas simplement de construction, mais d'un acte spirituel et politique majeur, élever l'homme vers le divin. Médecin d'exception. Imhotep est aussi reconnu comme le père de la médecine égyptienne. Des siècles avant Hippocrate, il a rédigé des traités médicaux où l'on retrouve déjà des descriptions précises de maladies, des diagnostics, des traitements à base de plantes et des chirurgies mineures. Son nom figure dans le papyrus Edwin Smith, un des plus anciens documents médicaux connus, qui aborde des cas de traumatisme et d'intervention chirurgicale. Astronome et savant du calendrier. Imhotep maîtrisait également l'astronomie. Il a participé à l'élaboration du calendrier solaire égyptien basé sur 365 jours, une innovation cruciale pour l'agriculture, les rites religieux et l'organisation sociale. Un statut divin. Fait rare dans l'histoire, Imhotep fut divinisé après sa mort, adoré comme dieu de la sagesse, de la médecine et de l'architecture. Il est l'un des rares humains à avoir été élevé au rang de divinité dans le panthéon égyptien, preuve de l'empreinte qu'il a laissée dans la mémoire collective. Un modèle pour les générations futures. Imhotep incarne une figure fondatrice du savoir scientifique africain. Il rappelle que l'Afrique a été le berceau des premières sciences humaines, bien avant l'émergence de la Grèce antique. Son héritage se résume en 3 enseignements fondamentaux. La science est au service du spirituel et du politique. L'innovation naît de la maîtrise de plusieurs disciplines. L'homme africain est à l'origine de grandes avancées intellectuelles universelles. 1. Cheikh Anta Diop, le génie qui a réécrit l'histoire de l'Afrique. Né en 1923 à Tietou au Sénégal, Cheikh Anta Diop est l'un des plus grands intellectuels africains du XXe siècle. Physicien nucléaire, historien, anthropologue et linguiste, il a consacré sa vie à une mission, redonner à l'Afrique la mémoire de sa grandeur. En France, alors qu'il étudie la physique nucléaire à la Sorbonne, il ose une thèse révolutionnaire, l'Égypte antique était une civilisation noire africaine. Rejetée par l'Académie, cette thèse devient un ouvrage clé, Nation nègre et culture, qui bouleverse la vision eurocentrée de l'histoire. Diop ne se contente pas d'hypothèses. Il apporte des preuves scientifiques, analyse de momies, études linguistiques, comparaisons culturelles. Il démontre que les langues africaines comme le Wolof partagent des racines profondes avec l'égyptien ancien, et que de nombreuses pratiques africaines traditionnelles sont héritées de la vallée du Nil. Mais son œuvre dépasse l'histoire. Pour Diop, la Renaissance africaine repose sur 5 piliers. La réappropriation de l'histoire, pour guérir l'âme du continent. La valorisation des langues africaines, car sans langue propre, pas de pensée libre. Le développement scientifique et technologique, condition de toute souveraineté. L'unité politique de l'Afrique, avec une monnaie, une armée, une diplomatie commune. Et surtout, l'indépendance intellectuelle, pour que l'Afrique pense par elle-même. En 1966, il fonde un laboratoire scientifique au Sénégal pour ancrer la recherche en Afrique. Et jusqu'à sa mort en 1986, il n'a cessé de former, d'écrire, de transmettre. Cheikh Anta Diop a semé des idées. Aujourd'hui encore, elles germent partout en Afrique. Il ne nous a pas seulement appris qui nous étions. Il nous a montré ce que nous pouvions redevenir.